Salam alaikum wa rahmatullah. On poursuit avec nos vidéos sur les mathématiques des Olympiades. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de quelques fonctions moyennes. Peut-être que la majorité d'entre vous peut-être ne les connaissent pas, mais elles sont aussi importantes que les moyennes arithmétiques et géométriques. Alors, je vais vous parler de la moyenne harmonique, puis la moyenne quadratique, puis les moyennes puissances qui généralisent toutes les moyennes qu'on a vues jusqu'ici. Donc, on va commencer par parler des moyennes, de la moyenne harmonique. Donc, la moyenne harmonique. Qu'on note donc H, grand H. Donc, la moyenne arithmétique, c'est grand A. Moyenne géométrique, c'est grand G. Et la moyenne harmonique, on la note grand H. Alors, comment elle est définie, la moyenne harmonique? Donc, je vais donner la définition. Donc, pour n dans n étoiles, donc un entier strictement positif, x1, x2 jusqu'à xn, des réels strictement positifs, donc R plus étoile, on définit la moyenne harmonique du x1, x2 jusqu'à xn. Donc, on définit la moyenne harmonique de x1, x2 jusqu'à xn par donc grand H de x1, x2, xn, c'est égal, alors par définition, c'est n sur 1 sur x1, la somme des inverses, plus 1 sur x2, plus etc., plus 1 sur xn. Voilà donc la moyenne harmonique d'un certain nombre de réels strictement positifs. Voilà, donc si on prend n égale 2, par exemple pour n égale 2, donc on obtient particulièrement hxy, c'est égal à 2 sur 1 sur x plus 1 sur y. Alors on simplifie, donc 2xy sur x plus y, cas de n égale 2. Voilà. Alors, bon, pourquoi c'est une moyenne déjà? Pourquoi c'est une moyenne? Alors, cette moyenne-là, elle peut se construire de la façon suivante. Alors, on prend fx égale 1 sur x. Et on travaille bien sûr sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette fonction, elle est bijective, elle est strictement décroissante et continue. Bijective, f-1 c'est elle-même. Donc c'est une involution. f-1 de x, c'est toujours 1 sur x. Alors si vous faites f-1 composé avec la moyenne arithmétique composé avec f, alors ça, vous allez obtenir h. Alors h, c'est f-1 composé avec a, c'est la moyenne arithmétique, composé avec f. Alors, il y a juste une précision. Je vous ai parlé déjà de cette construction. Je vous ai dit qu'en variant f, prenant des fonctions, diverses fonctions, on peut construire de cette façon-là plusieurs fonctions moyennes. Par exemple, la moyenne géométrique, on peut la construire en prenant fx et log x. En prenant fx et log x, cette formule, f-1 rond a rond f, ça nous donne la moyenne géométrique. En prenant fx égale 1 sur x, c'est-à-dire x puissance moins 1, là on obtient la moyenne harmonique. Alors il y a juste une précision. Qu'est-ce que ça veut dire a rond f? Alors a rond f, ça c'est pas une notation usuelle. Ça veut dire tout simplement a de f de x1, f de x2, etc. jusqu'à f de xn. Voilà. C'est pas une notation, c'est pas la composition usuelle que vous connaissez. Donc ça veut dire A, je l'applique à f de x1, f de x2, etc. Donc en fait ici, cette notation, donc f-1 rond A rond f, si je l'applique à x1, x2, xn, en fait c'est quoi le sens de cette écriture? C'est égal, donc le sens de ça, ça va être donc f-1 appliqué donc à a de f de x1
f de x2, etc. Jusqu'à f de xn. Voilà. Et effectivement, on peut vérifier ça. Alors, si on veut vérifier, alors f moins 1, donc si je prends fx égale 1 sur x, pour fx égale 1 sur x, donne, alors f moins 1 rend f, non, pardon, donc f moins 1 rend a c'est la moyenne arithmétique, rend f, si je l'applique à x1, x2, xn, alors n c'est un entier strictement positif, x1, x2, xn c'est des réels strictement positifs, alors ça va me donner f moins 1 de la moyenne arithmétique de f de x1, f de x2, etc. jusqu'à f de xn. Mais fx c'est 1 sur x. Donc ici en fait c'est f moins 1 de la moyenne arithmétique de 1 sur x1, 1 sur x2, etc. 1 sur xn. Et ça, donc ça donne f moins 1 de, alors la moyenne arithmétique de ces nombres-là, donc c'est la somme divisée par n, plus 1 sur x2, plus 1 sur xn divisé par n. Et puisque fx est 1 sur x, donc f moins 1x c'est la même chose, c'est 1 sur x, et donc on obtient n sur 1 sur x1 plus 1 sur x2, plus etc. plus 1 sur xn. Et c'est effectivement donc la moyenne harmonique des nombres x1, x2, xn. Voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la moyenne harmonique? On peut aussi se poser la question de comparaison des moyennes. Bon, on a vu dans les vidéos précédentes que la moyenne arithmétique, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique, ce qu'on a appelé une égalité à MGM, ou bien une égalité arithmético-géométrique. Bien sûr, ici, vous appliquez ça, c'est des moyennes usuelles. Je ne parle pas de moyennes pondérées aujourd'hui, je parle uniquement des moyennes usuelles. Alors maintenant, on peut se poser la question, où est-ce qu'elle se situe cette moyenne harmonique? Est-ce qu'il est entre les deux moyennes? Est-ce qu'elle est plus petite que les deux moyennes arithmétiques et géométriques, etc. Alors ça, on peut facilement le démontrer. On peut facilement le voir. Alors, je donne ça comme proposition. Donc, proposition. Alors, on a donc A supérieur ou égal à G supérieur ou égal à H. La moyenne arithmétique, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne géométrique, et c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne harmonique. Bon, ça c'est déjà vu. On va démontrer ça. Donc, alors, preuve. Donc, montrons que G, montrons que la moyenne géométrique, c'est toujours supérieur ou égal à la moyenne harmonique. Alors, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire, quel que soit n dans n étoile, et quel que soit x1, x2, xn des réels strictement positifs, on doit avoir donc g de x1, x2 jusqu'à xn, la moyenne géométrique de x1, x2 jusqu'à xn, supérieure ou égale à la moyenne harmonique de x1, x2, xn. Alors, pour démontrer ça, je vais appliquer l'inégalité AMGM, qui est déjà démontrée dans les vidéos précédentes, pour les inverses de ces nombres. Donc, pour les nombres 1 sur x1, 1 sur x2, etc. Donc, d'après l'inégalité AMGM, donc appliquée au nombre réel strictement positif, donc au réel strictement positif. Donc je vais prendre donc les inverses, donc 1 sur x1, 1 sur x2, etc. 1 sur xn. On a donc la moyenne arithmétique de ces nombres-là, 1 sur x1, 1 sur x2, etc. jusqu'à 1 sur xn est supérieur ou égal à leur moyenne géométrique. 1 sur x2, 1 sur xn. Alors, c'est-à-dire, maintenant la moyenne arithmétique, donc c'est la somme divisée sur n, donc 1 sur x1 plus 1 sur x2
plus etc. jusqu'à 1 sur xn divisé sur n, supérieur ou égal, la moyenne géométrique, donc c'est le produit, et puis la racine nième du produit. Alors je prends donc le produit, donc 1 sur x1 fois 1 sur x2 fois 1 sur xn, et tout ça racine nième. Voilà. Ça, je peux l'écrire autrement, ça c'est tout simplement, donc ici c'est 1 sur racine nième de x1, x2, xn, tout simplement. Voilà. Et maintenant j'inverse. Alors quand on inverse, donc, le signe de l'inégalité va changer. Donc d'où. Donc j'inverse ici et j'obtiens le résultat. Donc d'où. En inversant, donc on obtient n sur 1 sur x1 plus 1 sur x2 plus etc. X plus 1 sur xn. Alors, donc j'ai dit que l'inégalité, le signe va s'inverser, donc ça va devenir inférieur ou égal. Ça va devenir donc inférieur ou égal. Alors, donc, inférieur ou égal à racine nième de x1, x2, xn. Mais ça, ce n'est rien d'autre. Ça, c'est la moyenne harmonique. Donc h de x1, x2, xn inférieur ou égal. Et ça, c'est la moyenne géométrique. G de x1, x2, xn. Donc, vous avez G est supérieur ou égal à H. Voilà. Ainsi donc s'achève la démonstration de la proposition. Donc voilà l'inégalité, donc la double inégalité très importante. Quel que soit les réels strictement positifs que vous prenez, vous avez toujours leur moyenne arithmétique, c'est supérieur ou égal à leur moyenne géométrique, et c'est supérieur ou égal à leur moyenne harmonique. Alors maintenant, concrètement, est-ce que cette moyenne harmonique peut intervenir dans un problème mathématique concret? Un problème donc concret. Alors, il y a donc un problème concret où ça intervient. C'est le problème de la vitesse moyenne. Donc, exemple, on va prendre cet exemple-là. Où donc c'est un exemple où on trouve la moyenne harmonique, où la moyenne harmonique intervient. Donc un exemple mathématique concret où la moyenne harmonique intervient. Alors c'est un exemple sur les vitesses. Alors vous imaginez donc un automobiliste donc, qui va d'une ville A par exemple, ou d'un point A vers un point B, mais qui change de vitesse. Il va pas avec une vitesse constante, il va changer de vitesse. Alors, on partage AB à n parties égales. N parties égales. Dans la première partie, il utilise une vitesse V1. Dans la deuxième partie, il utilise une vitesse V2, etc. Dans la nème partie, il va utiliser une vitesse Vn. Alors, la vitesse moyenne, ça va être la moyenne harmonique de V1, V2 jusqu'à Vn. Alors, donc la vitesse moyenne de l'automobiliste, la vitesse moyenne de l'automobiliste est V qui est égal à la moyenne harmonique de V1, V2 jusqu'à Vn. Voilà un exemple concret où la moyenne H intervient. Alors, on va démontrer ça. Démonstration. Bon, c'est pas difficile. Alors, donc, je dois quand même faire intervenir donc, les distances et puis le temps. La vitesse et la distance. La vitesse est égale à la distance sur le temps mis pour parcourir cette vitesse. Donc, si j'appelle la distance de A à B, je vais l'appeler D, désignant par D, donc la distance de A jusqu'à B. La distance de A jusqu'à B. Jusqu'à B. Bien sûr, peu importe l'unité de distance, on s'en fiche de l'unité. Et on va désigner par T1, T2, le temps mis pour parcourir la première partie, etc. Donc ça, je l'appelle T1. Le temps que l'automobiliste met pour parcourir donc la première partie.
Et puis ici T2, etc. jusqu'à Tn. Donc on va l'écrire quand même. Et par T1, T2, Tn, les temps mis par l'automobiliste pour parcourir donc les différentes parties du segment AB, de AB. Voilà. Alors, dans ce cas-là, maintenant, je vais chercher la vitesse moyenne. Donc, on a donc... Alors, la vitesse moyenne, ça va être quoi? Ça va être donc la distance, donc AB, qu'on a noté par D, sur le temps. Et le temps, ça va être T1 plus T2 plus Tn. Donc, on a donc V, la vitesse moyenne de l'automobiliste, ça va être égal. Donc, la distance de AB, qui est D, sur le temps que l'automobiliste met pour parcourir toute la distance de AB. Donc, ça va être T1 plus T2 plus Tn. Mais, d'un autre côté, j'ai V1. V1, c'est égal à donc, la distance de la première partie, donc c'est D sur N, parce que j'ai divisé le segment AB en N parties. Donc, chaque partie, sa distance, ou bien sa longueur, c'est D sur N. Donc, c'est la distance sur le temps sur T1, etc. Vous avez Vn, c'est D sur N sur Tn. Et de façon générale, vous avez donc Vi, c'est D sur N sur Ti, quel que soit I de 1 à N. Et donc, à partir de là, je déduis que Ti, c'est égal, alors D sur N sur Vi. D sur N, Vi. Voilà. Et donc, j'utilise ça. Chaque TI, je vais le remplacer ici par donc, cette formule. Donc, V, ça va être égal, on continue, donc égal à D sur, alors ici, on va avoir D sur N V1 plus D sur N V2, etc. jusqu'à D sur N Vn. Et là, c'est terminé parce qu'il suffit de simplifier maintenant. Bon, le D, il va partir avec le D. Bon, on simplifie tout ça. Le N, il va monter, en numérateur. Donc, on va obtenir N sur 1 sur V1 plus... alors, 1 sur V1 plus 1 sur V2 plus 1 sur Vn. Et ça, c'est la moyenne harmonique de V1, V2 jusqu'à Vn. Voilà. Donc, j'ai démontré donc, la formule. Donc, la vitesse moyenne de l'automobiliste, c'est la moyenne harmonique de toutes les vitesses ou bien des vitesses des différentes parties. Voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire sur la moyenne harmonique. Bon, il y a d'autres propriétés, mais bon, on ne va pas tout dire, sinon ça va prendre beaucoup de temps. Je passe maintenant à définir la moyenne quadratique. Alors, moyenne quadratique. La moyenne quadratique. On va la désigner par Q. Alors, la moyenne quadratique de... Alors, si je prends n dans n étoile, et x1, x2, xn, des réels strictement positifs. Alors, la moyenne quadratique de x1, x2, xn, la moyenne quadratique de x1, x2, xn est définie par alors q de x1, x2, xn, c'est égal. Donc vous prenez la somme des carrés, x1 au carré plus, plus x2 au carré plus, etc. La somme des carrés plus xn au carré. On divise sur n et on prend la racine carrée. Voilà. Somme des carrés divisé sur n.
et racine carrée. Ça, la moyenne quadratique est utilisée notamment en statistique. En statistique, il est très utilisé. Bon, alors, pourquoi c'est une moyenne? Alors, il y a une façon très simple, comme tout à l'heure. Si je prends fx, c'est la fonction x carré. C'est bien une fonction bijective sur 0 plus l'infini. Continue, tout ce que vous voulez. Donc, la fonction inverse, sa fonction inverse, ça va être la racine carrée de x. Et j'applique la fameuse formule f moins 1 rend a, c'est la moyenne arithmétique, rend f. Alors, si vous appliquez ça, vous allez obtenir q. Donc, la moyenne quadratique, elle est obtenue par cette formule. F moins 1 appliqué à A, appliqué à F. La vérification est immédiate. On peut faire une vérification, c'est très simple. Alors, bon, je vais le faire peut-être. Alors, donc, si je fais les calculs, donc F moins 1, alors, pour Fx égale x carré. Donc, F moins 1, ça va être racine de x. On a, alors si je fais les calculs, je calcule f moins 1 rond A rond f. Donc je l'applique à x1, x2 jusqu'à xn, avec donc n dans n étoile et les xi sont des réels strictement positifs. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient f moins 1 de A, appliqué donc à la moyenne arithmétique de f de x1, f de x2, etc. jusqu'à f de xn. Mais f, c'est x carré. Donc ici, en fait, c'est f moins 1 de a de x1 au carré, x2 au carré, etc. jusqu'à xn au carré. Et la moyenne arithmétique des carrés, donc c'est la somme des carrés divisé par n. Donc f moins 1 appliqué à x1 au carré plus x2 au carré plus etc. divisé par n. Mais f moins 1, on avait dit que c'était la racine carrée. Donc ça nous donne la racine carrée de tout ça. De la somme des carrés divisé par n. Et on obtient de cette façon la moyenne quadratique de x1, x2 jusqu'à xn. Voilà. Bon. Donc vous voyez donc cette formule-là, f-1 en f, on peut obtenir plusieurs fonctions moyennes de cette façon. Donc vous prenez une fonction bijective, f, et vous utilisez donc cette formule, donc f-1 en a en f, et vous allez obtenir une fonction moyenne. En général, donc on prend des fonctions continues et strictement monotones sur R plus étoile, et ça donne des fonctions moyennes. De toute façon, jusqu'à présent, on n'a vu que des fonctions moyennes qui s'obtiennent de cette façon. Pour obtenir la moyenne arithmétique, f, ça va être l'identité, donc fx égale x. Pour obtenir la moyenne géométrique, on a vu dans les vidéos précédentes qu'il suffit de prendre fx égale log x. Pour avoir la moyenne harmonique, il suffit de prendre fx égale 1 sur x. Et pour avoir la moyenne quadratique, on prend fx égale x carré. Maintenant, on va donner quelque chose de plus général que toutes les moyennes qu'on a vues jusqu'ici. C'est ce qu'on appelle donc les moyennes puissance d'un certain exposant. Alors, je vais introduire ça. Les moyennes puissance. Les moyennes puissance. Alors, on va les noter par pi r. Donc, une moyenne puissance d'exposant R. Avec R, c'est un réel non nul. Donc, soit R dans R étoile, donc non nul. Alors, donc, pour N dans N étoile, et pour X1, X2, Xn, des réels strictement positifs, on définit la moyenne puissance d'exposant R. Alors, on définit la moyenne puissance d'exposant R de x1, x2, xn par la formule suivante. Alors, pi r
on va noter comme ça, de x1, x2, xr, c'est égal par définition. Alors vous prenez x1 puissance r, la somme des puissances rm, plus x2 puissance r, etc. xn puissance r, on divise sur n et on prend puissance 1 sur r. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris r non nul, c'est pour pouvoir ici diviser sur r. Voilà la formule pour la moyenne puissance d'exposant R. Voilà. Alors, vous constatez immédiatement qu'elle est construite de la même façon, par la même formule que vous voyez ici. F-1 rond F, il suffit de prendre ici, au lieu de prendre fx x carré, on prend fx c'est x puissance R. Donc tout simplement, on prend fx c'est x puissance R, et on obtient que f-1 rond A rond F, ça nous donne cette formule, ce qu'on appelle donc la moyenne puissance d'exposant R. Alors, ça c'est une remarque importante. Donc, pour fx égale x puissance R, bien sûr ici c'est une fonction bijective, hein, sur 0 plus l'infini, c'est une application bijective. Sa fonction inverse, donc f-1 de x, ça va être x puissance 1 sur R. Alors si je prends fx égale x puissance R, on a donc pi R, la moyenne puissance d'exposant R, ça va être donc f-1 rond A rond F. La vérification est immédiate. Voilà. Si vous prenez alors des cas particuliers, alors, cas particulier, alors qu'est-ce qui se passe si je prends R égale 1, donc en fait pi 1, alors pi 1 ça vous donne exactement la moyenne arithmétique. Ici donc je rappelle la formule ici, c'est pi R de x1 xn, c'est donc x1 puissance r plus jusqu'à xn puissance r sur n de tout à la puissance 1 sur r. On voit bien que pi 1 ça donne la moyenne arithmétique. Pi moins 1, pi moins 1 ça vous donne la moyenne harmonique. Et pi 2 ça vous donne la moyenne quadratique. Voilà, ça c'est immédiat. Alors, question importante, est-ce que la moyenne géométrique peut s'obtenir de cette façon? Est-ce qu'il existe une valeur de R, de sorte que, ou bien est-ce qu'il existe une valeur de R qui donne tel que pi R égale G, égale la moyenne géométrique? Ça c'est très important. Alors on va démontrer au théorème que lorsque R tend vers 0, pi R va tendre vers la moyenne géométrique. Ça c'est un théorème très important. Alors je vais l'énoncer. Théorème. On a limite de pi R lorsque R tend vers 0 égale à G. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, si je développe ça, c'est-à-dire, ce qui veut dire que, alors, quel que soit n dans n étoile, quel que soit x1, x2, xn dans R plus étoile, on a limite de pi R de x1, x2, xn, lorsque R tend vers 0, égale G de x1, x2, xn. Voilà. Alors, on va démontrer ça. C'est pas évident. Démonstration. Alors, donc, je vais fixer, donc, ici, bien sûr, oui, donc je dois fixer le n et les xi pour démontrer le théorème. Alors, soit fixant n dans n étoile et x1, x2, xn dans R plus étoile. Et on va donc montrer que la limite de pi r de x1, x2, xn est égale à g de x1, x2,
xn. Bon. Alors, on va regarder cette limite. Pour donc PR de x1, x2, xn, ça va être donc un réel strictement positif. Pour calculer sa limite, alors je peux tenter de calculer la limite du logarithme. Bah, regardez ici comment c'est défini. Puisqu'ici vous avez une puissance 1 sur r, bon, c'est un peu gênant de calculer directement la limite. Donc je calcule la limite du logarithme. Alors d'abord il faut remarquer qu'il y a une forme indéterminée. Parce que lorsque r tend vers 0, regardez bien, lorsque r tend vers 0, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez trouvé x1 puissance r, ça tend vers 1. C'est tout le monde ici qui tend vers 1. Donc vous allez obtenir 1 plus 1 plus 1 n fois, donc n. N sur n, ça fait 1. Et ici, 1 sur r, il tend vers plus l'infini. Ou bien moins l'infini, on s'en fiche. Enfin, 1 sur r, il tend vers l'infini. Donc vous avez une forme indéterminée du type 1 puissance l'infini. Donc ça peut être puissance plus l'infini ou puissance moins l'infini. Parce que 1 sur r tend vers 0, 1 sur r, ça va tendre vers plus ou moins l'infini. Donc vous avez une forme indéterminée du type 1 puissance l'infini. Donc le calcul n'est pas immédiat. Il faut s'en débarrasser de cette forme indéterminée. Alors je passe par le logarithme. Donc PR, c'est l'exponentielle de son logarithme. Alors donc on a donc PR de x1, x2, xr, je vais l'écrire sous la forme xn, je vais l'écrire sous la forme exponentielle de son logarithme, logarithme de PR, de x1, x2, xn. Voilà. Et ça, donc, c'est l'exponentielle. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends le logarithme? Bon, vous allez avoir 1 sur r fois le logarithme de tout ça, donc de la somme xn puissance r jusqu'à xn puissance r divisé par n. Voilà ce qu'on obtient. Donc, 1 sur r, donc exponentielle de 1 sur r, ou bien je vais l'écrire de logarithme de x1 puissance r plus x2 puissance r plus xn puissance r sur r. Voilà ce qu'on a. Là maintenant, la forme indéterminée de tout à l'heure, 1 puissance l'infini, a changé. C'est toujours une forme indéterminée, mais on a une forme indéterminée meilleure ici. Parce que ici, vous allez avoir, quand r tend vers 0, donc vous allez avoir 1 plus... attendez, non, j'ai oublié un truc ici. Donc c'est logarithme, de x1 puissance r plus x2 puissance r plus jusqu'à xn puissance r sur n, le tout sur r. Donc, voilà. Donc c'est tout ça. Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, lorsque r tend vers 0, ici, vous allez avoir donc 1 plus 1 plus 1, donc n fois. Alors, ici, c'est x2. Voilà, donc vous allez avoir 1 plus 1 plus 1 n fois sur n, donc c'est 1, log de 1 c'est 0, et là c'est 0. Donc vous allez avoir ici une forme indéterminée, 0 sur 0. 0 sur 0. Voilà. Bon, mais cette forme indéterminée est plus facile à traiter. Parce que vous avez 0 sur 0, vous pensez directement à soit la règle de l'hôpital, soit un truc de dérivation. Alors si vous posez cette fonction, alors je vais l'appeler par exemple, alors je donne un nom à cette fonction, c'est une fonction de R, par exemple phi, alors posons, ou bien définissons, donc phi, donc qui va être de R étoile, c'est une fonction de R, bien sûr, hein, de R étoile dans R, à chaque R, ça associe donc log de x1 puissance r plus x2 puissance r plus xn puissance r sur n. Voilà ma fonction phi, c'est une fonction de r. N et les xi sont fixés. J'ai dit au départ fixons n et les xi. Bon, donc qu'est-ce qu'on obtient si je fais ça? Donc ici, vous allez avoir exponentielle
de phi r sur r, tout simplement. Alors, cette fonction phi, non, la fonction phi, elle va être définie bon, elle est définie en 0, on n'a aucun problème en 0. Donc, je vais la définir de r dans r. Il n'y a aucun problème, on n'a pas de problème en 0. Justement, c'est le 0 qui compte ici. Voilà, donc vous allez avoir, donc ici, vous allez avoir l'exponentielle de phi de r sur r. Donc, d'où donc pi r de x1, x2, xr, xn plutôt, ça va être donc l'exponentielle de phi de r sur r. Voilà. Et mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est la limite lorsque r tend vers 0. Mais regardez ici, donc la définition de la fonction phi, vous avez en particulier phi de 0. Alors si vous calculez, vous remplacez r par 0. Donc 1 plus 1 plus 1 n fois, divisé sur n, ça donne, donc n sur n c'est 1, log de 1 c'est 0. Donc phi de 0 égale 0. Donc phi de 0 égale 0. Et donc ici la limite, j'ai besoin de calculer cette limite. Donc limite de phi de r sur r lorsque r tend vers 0, ça c'est la même chose que la limite de phi de r moins phi de 0, parce qu'on a vu que phi de 0 c'est 0 sur r moins 0 lorsque r tend vers 0, et ça c'est exactement la dérivée de phi en 0. Et donc je n'ai qu'à dériver la fonction phi en 0, c'est ça la valeur de cette limite, et puis je vais remplacer ensuite ici. Alors on calcule donc la dérivée de phi. Alors, phi prime de r, c'est égal à quoi? Alors, on revient à l'expression de phi. Voilà la fonction phi. Donc, c'est log de quelque chose. Donc, c'est la dérivée de la fonction à l'intérieur du logarithme sur cette fonction. Bon, il y a des calculs à faire. Hein. Donc, en fait, ça va donner la dérivée donc de x1 puissance r plus, etc., plus xn puissance r sur n, la dérivée de ça, sur la fonction elle-même, donc, plus xn puissance r sur n. Alors, la dérivée de alpha puissance r, alpha est strictement positif, ça, je peux le transformer, c'est exponentiel r log alpha. Donc, si je dérive par rapport à r, donc alpha puissance r, si je dérive par rapport à r, ça va donner log alpha, la dérivée de ça, donc ça va être log alpha fois cette fonction même qui est alpha puissance r. Voilà donc la formule. Alpha puissance r, quand vous dérivez par rapport à r, bien sûr, ça va être log alpha fois alpha puissance r. Donc ici, quand on dérive, ça va être log de x1 fois x1 puissance r, plus log de x2 fois x2 puissance r, etc. jusqu'à log de xn fois xn puissance r. Sur n, et puis tout ça divisé par, il y a aussi ici 1 sur n. Bon, donc je vais simplifier le n et le n, donc il va me rester exactement x1. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Attendez. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc x1 puissance plus xn puissance r. Alors. Bon, attendez, je vais juste vérifier ça pour voir s'il n'y a pas d'erreur de calcul. Donc la dérivée de cette fonction, bon, voilà, donc la dérivée de cette fonction sur elle-même. Donc normalement, ça donne ça. Donc ça donne log de x1 fois x1 puissance r, plus log de x2 fois x2 puissance r, jusqu'à log de xn fois xn puissance r. Et le tout divisé sur x1 puissance r jusqu'à xn puissance r. C'est ça, hein? C'est ça.
Donc maintenant, je calcule phi' de 0. Donc, phi' de 0. Donc ici, je remplace maintenant R par 0. Alors si vous remplacez R par 0, donc ici x1 puissance 0, c'est x1. Non, c'est 1. x2 puissance 0, c'est 1. Donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient tout simplement log de x1 plus log de x2 plus jusqu'à log de xn. Et là, vous allez obtenir x1 puissance 0, c'est 1, plus x2 puissance 0, c'est 1. Donc 1 plus 1, n fois, donc c'est n. Voilà phi' de 0. Et je remplace cette valeur de phi' de 0 ici, puisque j'ai besoin de calculer cette limite. J'ai besoin de calculer cette limite. Donc, la limite phi r sur r, je viens de la calculer, c'est phi' de 0. Et donc, je remplace ici par la valeur de phi' de 0, parce que phi r sur r, ça tend vers phi' de 0 que je viens de calculer. Donc, conclusion, donc limite de pi r de x1, x2, xn, lorsque r tend vers 0, égale exponentielle de la limite de phi r sur r, quand r tend vers 0, qui est égale à phi' de 0, qui est égale à l'expression qu'on vient de calculer. Donc c'est log de x1 plus etc. plus log de xn sur n, c'est-à-dire c'est l'exponentielle alors de 1 sur n log du produit. Et ça vous donne exactement x1, x2, donc le produit à la puissance 1 sur n, qui est la moyenne géométrique de x1, x2, xn. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà, on vient de montrer, donc la limite de pi r, lorsque r tend vers 0, va donner la moyenne géométrique. Donc en fait aussi, la moyenne géométrique, elle s'obtient aussi comme moyenne puissance. Donc par abus de notation, on écrit, au lieu d'écrire G, c'est la limite de pi r quand r tend vers 0, on va écrire tout simplement G, c'est égal à pi 0. Donc la moyenne géométrique, c'est considéré comme une moyenne puissance d'exposant 0. Alors, une dernière chose importante, c'est la comparaison entre les moyennes puissances. Donc, vous avez deux moyennes puissances, de différents exposants. Alors, quelle est la moyenne la plus grande que l'autre? Comment les comparer? Ça aussi, c'est très important. Alors, donc, comparaison des moyennes puissances. Des moyennes puissances. Alors, je vais vous donner le théorème et puis on va le démontrer. Alors, théorème. Donc, soit S, R, on va dire, bon, je vais l'écrire plus simplement. Pi R est strictement croissante en R. Strictement croissante en R. C'est-à-dire, ce qui veut dire que quel que soit, on va dire RS par exemple, dans R étoile, ou bien dans R, on s'en fiche, mais bon, je vais le démontrer pour R étoile, S inférieur, ou bien R inférieur à S, R inférieur strictement à S implique que pi R est inférieur strictement à pi S. Pi R inférieur strictement à pi S veut dire, ou pi R inférieur strictement à pi S veut dire que pi R de x1, x2, xn. Alors, pour ne pas compliquer les choses, peut-être qu'on va montrer seulement qu'elle est croissante. Après, je vais dire ce que ça veut dire strictement croissante, parce que sinon, il y a des choses à préciser. Alors, bon, sinon, c'est pas grave, je vais le faire pour strictement croissante. Parce que strictement croissante, ça va faire intervenir strictement convexe. Bon, ça veut dire que pi r de x1, x2, xn, c'est inférieur. Bon, je vais le faire pour croissante, c'est mieux. Hein? Bon, et croissante, ça veut dire, bon, comme ça, je ne vais pas me casser la tête. Alors, r inférieur
ou égal à S implique que PR est inférieur ou égal à PS. PR est inférieur ou égal à PS veut dire que PR de x1, xn, c'est inférieur ou égal à PS de x1, x2, xn, donc quel que soit n dans n étoile, et quel que soit x1, x2, xn dans R plus étoile. Voilà. Donc, si un exposant R est inférieur ou égal à un exposant S, alors la moyenne PR est inférieure ou égale à la moyenne PS. Alors, on va démontrer ça. Démonstration. Démonstration. Bon, je vais fixer donc RS, donc soit RS dans R étoile, tel que R est inférieur ou égal à S. Donc, ce qu'il faut démontrer, c'est que PR est inférieur ou égal à PS. Ce qui veut dire que PR appliqué à x1, x2, xn, c'est toujours inférieur ou égal à PS appliqué à x1, x2, xn, quel que soit n dans n étoile et quels que soient les xi dans R plus étoile. Donc, donc je vais fixer n dans n étoile et je vais fixer les xi. Dans R plus étoile, tout ça c'est fixé. Et donc mon but c'est d'avoir cette inégalité. Donc PR de x1, x2, xn, c'est inférieur ou égal à PS de x1, x2, xn. Alors comment démontrer ça? Pour démontrer ça, alors je vais considérer une certaine fonction, considérant la fonction suivante. Alors on va l'appeler h par exemple. On va l'appeler h. Ou bien on va l'appeler psi. Alors psi qui va être donc de 0 plus l'infini à 0 plus l'infini. Qui à chaque t, ça associe t puissance. Alors je vais prendre s divisé par r. Comme R est inférieur ou égal à S, donc S divisé par R, c'est supérieur ou égal à 1. Et si S divisé par R, c'est supérieur ou égal à 1, ça entraîne que la fonction psi est convexe, parce que sa seconde dérivée va être positive. Donc on a, donc quel que soit t dans 0 plus l'infini, si je calcule la deuxième dérivée, donc psi second de t, ça va être donc S sur R fois S sur R moins 1. T puissance S sur R moins 2. Là, on travaille dans T, c'est dans 0 plus l'infini. Donc en fait, ça, c'est positif. Ça, c'est R. Attendez. Non, là, ça pose un petit problème. Pourquoi S sur R? Non, S sur R n'est pas forcément positif. Bon, ça pose un petit problème. J'ai besoin que tout ça, peut-être que le théorème n'est pas vrai dans le cas général. Donc, j'ai besoin que tout ça soit positif pour dire que la fonction psi est convexe. Alors, donc, qu'est-ce qu'il faudrait avoir? Il faudrait avoir... bon, peut-être qu'il faut prendre... alors, il faut rendre cette quantité strictement positive. Donc, si je multiplie par R, donc ça veut dire que S... bon. Oui, effectivement, donc ça pose... le théorème n'est peut-être pas vrai dans le cas général. Il faut mettre des conditions pour avoir que ça, c'est... pour avoir ça strictement positif, pour dire que la fonction psi... on a besoin que la fonction psi soit convexe. Bon, on va prendre peut-être RS positive. Mais si on prend RS positive, là, on élimine la moyenne harmonique. J'ai envie d'inclure la moyenne... j'ai envie d'inclure la moyenne harmonique. La moyenne harmonique, ça correspond à R égale moins 1. Donc, j'ai besoin quand même d'inclure les nombres négatifs. Mais bon, on va l'ajouter comme condition, sinon... soit on prend SR tous les deux positifs, ce serait dommage parce que la moyenne harmonique ne sera pas incluse. Mais c'est pas grave. Bon, je prends RS positif, tous les deux positifs.
Mais si je le prends par exemple tous les deux négatifs, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en fait ici, pour avoir que cette quantité-là positive, il faudrait avoir S sur R ne soit pas dans l'intervalle 0,1. S sur R ne soit pas dans l'intervalle 0,1. Il faudrait que S sur R n'appartient pas à l'intervalle 0,1. Est-ce que ça c'est vrai? Alors si S et R sont positifs, ça c'est vrai, ça pose aucun problème parce que S est plus grand que R, donc S sur R n'est pas ici. Par contre, si l'un est positif et l'autre est négatif, ça ne pose aucun problème. Maintenant, s'ils sont tous les deux négatifs, on a un problème. Oui. Donc c'est pas tout le temps vrai. Alors, je vais changer l'énoncé. Ici, je vais mettre... bon, je suppose donc croissant en R. Bon, c'est pas grave, je vais mettre... je ne sais pas franchement comment je vais modifier le théorème. Bon, il faudrait que cette quantité-là soit négative. Donc S sur R, il ne faudrait pas qu'il soit dans l'intervalle 0,1. Donc ici, c'est pas ça vraiment qu'il faut mettre. Hein. C'est vrai que c'est croissant en R, c'est pas grave. Ici, je vais ajouter croissant en R sur 0 plus l'infini. C'est-à-dire ici, quel que soit RS dans R plus étoile, R est inférieur, bon, c'est pas grave, ça va être vraiment restreint, mais c'est pas grave. Quel que soit RS dans R plus étoile, si R est inférieur ou égal à S, alors pi R est inférieur ou égal à pi S. Comme ça, je garde le théorème, mais qui est vrai sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour des exposants strictement positifs. Donc ici, je vais prendre RS dans 0 plus l'infini avec R inférieur ou égal à S. Et donc, je dois démontrer que PR est inférieur ou égal à PS. Alors, je vais considérer cette fonction psi. Maintenant, dans ce cas-là, puisque R et S sont positifs, et que S est plus grand ou égal à R, donc ça, c'est positif. Et donc, psi, donc c'est positif. Donc, psi de t, psi second plutôt, la deuxième dérivée est positive, quel que soit t. Et donc, ça entraîne, ce qui entraîne que psi est convexe. Ce qui entraîne que psi est convexe. Alors maintenant, j'utilise donc l'inégalité de convexité ou bien l'inégalité de Jensen. Donc d'après l'inégalité de Jensen, donc d'après l'inégalité de Jensen, on a donc psi de... Alors, je vais utiliser de cette façon-là. Donc, x1 puissance r plus x2 puissance r plus xn puissance r sur n, c'est toujours inférieur, c'est inférieur ou égal à 1 sur n à psi de x1 puissance, alors, psi de x1 puissance r, psi de x1 puissance r plus psi de x2 puissance r, etc. plus jusqu'à psi de xn puissance r. Voilà. Ça, donc, il faut regarder les vidéos précédentes pour se rappeler de l'inégalité de Jensen. Ici, donc, j'ai appliqué l'inégalité de Jensen pour les nombres x1 puissance r, x2 puissance r, xn puissance r avec les poids, donc 1 sur n partout. Voilà, maintenant, je n'ai qu'à remplacer psi par sa formule. Donc, psi, c'est psi de t, c'est t puissance s sur r. Donc, c'est-à-dire, vous avez x1 puissance r plus x2 puissance r plus xn puissance r sur n de tout à la puissance s sur r inférieur ou égal 1 sur n. Et là, donc, psi de x1 puissance r, ça va être x1 puissance r puissance s sur r. Donc, ça va être x1 puissance s plus x2 puissance s plus jusqu'à xn puissance s. Alors, on va enlever tout ça à la puissance 1 sur s.
Hein, donc puissance 1 sur S des deux côtés. On va mettre les deux côtés à la puissance 1 sur S et on obtient le résultat. Donc on obtient que x1 puissance R plus jusqu'à xn puissance R sur n puissance 1 sur R inférieur ou égal. Attendez. On a aussi un autre problème. On a aussi un autre problème parce que si je mets ça à la puissance 1 sur S, bon, c'est pas grave, je vais avoir ici donc 1 sur N. Je vais avoir 1 sur N puissance 1 sur S. 1 sur N puissance 1 sur S par... Ah non, non, ça donne exactement le résultat, pardon. Ça donne exactement le résultat parce qu'ici, c'est x1 puissance s plus, etc., plus xn puissance s sur n puissance 1 sur s. Et voilà, donc c'est-à-dire vous avez pi r de x1, x2 jusqu'à xr. Et xn plutôt, c'est inférieur ou égal à pi s de x1, x2 jusqu'à xn. Voilà, donc ce qui démontre le théorème. Voilà, donc là, malheureusement, donc j'ai pas obtenu le théorème. Bon, j'ai pensé qu'il était vrai dans le cas général, c'est-à-dire chaque fois que R est inférieur ou égal à S, vous avez pi R est inférieur ou égal à pi S, mais en réalité, c'est plus restreint que ça. Donc, mais le théorème reste vrai, donc c'est ce qu'on a démontré, lorsque RS sont positifs. Donc, pour les nombres, pour les exposants positifs, la fonction pi R est croissante. Donc là, il y a une application importante. Si j'ai donc application, si j'applique le théorème pour les exposants, donc R égale 0, R égale 1, R égale... bon, R égale 0 n'est pas contenu dans le théorème, mais on l'obtient par passage à la limite. Donc vous avez donc pi de 0, c'est inférieur ou égal à pi de 1, qui est inférieur ou égal à pi de 2, par exemple. Ça, c'est l'arithmétique, ça, c'est la géométrique, ça, c'est l'arithmétique, et ça, c'est la moyenne quadratique. Et donc vous avez... géométrique inférieur ou égal à l'arithmétique et l'arithmétique c'est inférieur ou égal à la quadratique. Et puis vous allez vous ajoutez ici le h qui est là, voilà h. Et donc vous avez cette triple inégalité, moyenne harmonique inférieure ou égale à moyenne géométrique inférieure ou égale à moyenne arithmétique et moyenne arithmétique inférieure ou égale à la moyenne quadratique. En fait, chaque inégalité devient une égalité si seulement si les xi sont tous égaux. Ça, en fait, on peut l'obtenir par la convexité stricte de la fonction psi. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, la prochaine fois, je vais probablement vous parler d'autres inégalités. Donc, inégalité de réordonnement, inégalité de Chebyshev, inégalité de Cauchy-Schwarz, inégalité de Holder, inégalité de Young, on a plein d'autres inégalités très intéressantes. Bon, donc je m'arrête là, portez-vous bien et à bientôt.